Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la Mutualité française pour une nouvelle conférence, toujours sur l'activité physique, qui est notre thème de l'année 2024. Et aujourd'hui, ça sera comment maintenir son activité physique et son équilibre alimentaire pendant l'été. Donc cette conférence aura deux parties. Une première sur l'activité physique avec Kitiara Fontana qui est ici et qui est donc enseignante en activité physique adaptée. Et une seconde partie où là, ça sera plutôt axé sur l'équilibre alimentaire avec moi-même qui suis diététicienne, nutritionniste de formation. Donc, vous avez le chat pour nous poser toutes vos questions. Comme vous ne pouvez pas parler, je vous écris un petit mot qu'il s'affiche chez vous. Donc, n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions et nous pouvons commencer. Kitiara, je te passe la diapositive, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. On va voir ensemble comment bouger en été et pourquoi c'est important de maintenir une activité physique. Alors, Julie, je te laisse passer. Voilà. Alors, on va voir pourquoi c'est important de continuer à être actif l'été. On va voir également les risques liés à la chaleur, ce qu'il va falloir prévenir, les astuces pour pratiquer en été une activité physique et les activités physiques qui sont plutôt recommandées en été. Alors, tout d'abord, pourquoi continuer à être actif l'été? On va du coup parler des bienfaits de l'activité physique. Donc, l'activité physique, elle intervient dans la prévention de plusieurs pathologies. Donc, au niveau des maladies cardiovasculaires, l'obésité évidemment, le diabète de type 2 plutôt, parce que le type 1, ça va être plus compliqué à prévenir, c'est dans l'enfance, c'est un peu plus délicat. Également l'ostéoporose et l'arthrose, les cancers, notamment du côlon et du sein, les syndromes anxio-dépressifs, tout ce qui est aussi burn-out au travail, les addictions, les maladies neurodégénératives de type Parkinson et Alzheimer, et également, ça va prévenir les risques de chute. Alors, maladies neurodégénératives, Parkinson et Alzheimer, en fait, le fait de pratiquer de l'activité physique, ça nous fait en fait fonctionner le cerveau, ça favorise les connexions entre les neurones, et c'est dans ces cas-là que ça réussit à prévenir de ces pathologies. Et au niveau des risques de chute, en fait, quand on pratique une activité physique, on pratique de la coordination, on pratique également de l'équilibre, et les deux liés, ça permet d'éviter les chutes. On rappelle que les chutes, c'est la première cause de mortalité chez les personnes âgées. Chaque année, on a environ 400 000 personnes qui chutent de façon accidentelle et 12 000 personnes qui en décèdent. C'est des gros chiffres et la conséquence la plus fréquente des chutes, c'est la fracture du col du fémur. Voilà. L'activité physique va permettre d'améliorer le système cardio-respiratoire. C'est-à-dire qu'on va augmenter la capacité de nos poumons à se remplir d'air. Et ça va nous permettre d'être plus à l'aise pendant les efforts du quotidien, par exemple monter les escaliers ou quand on va chercher son pain et qu'on y va à pied. On va également muscler notre cœur et ça va lui permettre d'envoyer plus de sang oxygéné dans nos muscles et du coup les efforts vont nous sembler plus faciles qu'avant. Et ça va permettre également d'assouplir nos tendons et nos ligaments. On va pouvoir gagner en amplitude de mouvement et faciliter les gestes du quotidien, et donc gagner en autonomie. Pratiquer régulièrement une activité physique va permettre de gagner en force musculaire. Au plus on travaille un muscle, au plus il va être moins compliqué de le solliciter dans les activités de la vie quotidienne. Par exemple, si on doit monter nos 4 étages à pied, les premières fois ça va être plus compliqué, mais au bout de la 10e fois, ça sera plus aussi dur. L'activité physique, ça va également nous permettre de mieux dormir. Lorsqu'on pratique une activité physique, on va produire des endorphines. C'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau et elle est surnommée hormone du bonheur. Les endorphines, ça procure en fait du plaisir, ça permet de se relaxer. Et la production de cette hormone, elle permet aussi de réduire le stress, l'anxiété et la dépression.
L'activité physique va permettre d'améliorer la santé cognitive. Donc, c'est ce qui fait référence aux aptitudes qui nous permettent de penser, d'apprendre au niveau de la mémoire, de résoudre des problèmes. Et en fait, au fur et à mesure qu'on vieillit, on a une diminution de ces fonctions cognitives qui sont aussi sur l'attention, la mémoire de travail et les fonctions exécutives comme organiser, planifier, etc. Donc, l'activité physique, ça va nous permettre de travailler notre santé cognitive. Également sur la confiance en soi et l'estime de soi. Désolée, il faut que je prenne un verre d'eau. Ah, alors, en attendant qu'Itiara, je te pose une question au Ah oui, sujet vas-y. du sommeil. Euh, donc, tu dis que ça, enfin, l'activité physique permet d'améliorer, favoriser le sommeil, mais est-ce que au contraire, ça peut ne pas exciter un petit peu et empêcher de s'endormir? Enfin, je comprends que c'est bon pour avoir un sommeil de qualité, mais est-ce que ça peut pas empêcher un petit peu l'endormissement? Alors, en effet, l'activité physique, il faut pas la pratiquer juste avant d'aller se coucher. On laisse au minimum un délai de 1 heure entre la fin de l'activité et le coucher. Le mieux, c'est 2 heures, d'attendre 2 heures avant d'aller se coucher. Ok. Du coup, on parlait de confiance en soi et d'estime de soi. En effet, pratiquer une activité physique, rentrer dans un groupe, s'améliorer dans son activité, maîtriser la technique de l'activité, ça va permettre de prendre confiance en soi et de remonter son estime de soi. Et ça va permettre également de créer des liens sociaux. Quand on est dans un club, qu'on fait partie d'un groupe, on a un sentiment d'appartenance. Et du coup, tout ça, ça va nous permettre en fait d'améliorer notre qualité de vie globale. Alors, Et à l'inverse, on va avoir la sédentarité qui va avoir, elle, des effets délétères sur la santé. C'est le comportement sédentaire, c'est un déterminant majeur de l'état de santé. Il entraîne une augmentation du risque de mortalité parce qu'il renforce en fait toutes les causes de mortalité. La sédentarité va favoriser les cancers, trois en particulier, côlon, poumon et endomètre, sur quand même des chiffres qui sont pas négligeables. Le comportement sédentaire, il est associé à un risque d'augmenter de 24% le cancer du côlon, 21% le cancer du poumon et 32% le cancer de l'endomètre. Donc, c'est pas des chiffres à négliger, ça reste quand même des hauts chiffres. Ça va favoriser également l'isolement et par conséquent les troubles psychosociaux comme la dépression, le syndrome d'épuisement professionnel ou encore l'anxiété. Ça va également entraîner une baisse de l'estime de soi et également une fatigue et un manque de motivation. C'est le cercle vicieux de au plus je fais rien, au moins j'ai envie de faire. Évidemment, c'est ce qu'on pense en premier. Ça va également favoriser le surpoids et l'obésité. Et si on a des douleurs, le fait de ne pas bouger, de ne pas pratiquer d'activité physique, en fait, on va se fossiliser et on va augmenter les douleurs qu'on peut avoir au niveau articulaire ou musculaire. Au niveau du coup de ce que la sédentarité favorise, au niveau du coup de l'appareil locomoteur, elle va venir fragiliser les os. On va perdre en élasticité musculaire et tendineuse. On va favoriser l'arthrose et également la sarcopénie. La sarcopénie, c'est en fait la fonte du muscle avec l'âge. Donc c'est quelque chose de totalement normal. Mais le fait de rester sédentaire, en fait, ça va augmenter la rapidité de sa venue. Également l'ostéoporose.
et on va perdre du coup en équilibre et en coordination. Donc tout ça, ça va favoriser les chutes en fait avec le vieillissement. La sarcopénie, en fait, le fait qu'on ait moins de muscles, il y ait la fonte du muscle, en fait, on va perdre du coup en force musculaire. Donc par exemple, ça va survenir des chutes où on n'a pas assez levé le pied parce qu'on n'a plus assez de force dans les jambes. Donc on va taper le trottoir, taper l'escalier, se prendre les pieds dans le tapis. Et évidemment, le sens de l'équilibre et la coordination, si on les perd, voilà, on va favoriser les chutes. Au niveau de l'appareil cardiovasculaire, ça va entraîner le vieillissement du cœur, éga- éga- pardon, également une insuffisance cardiaque et de l'hypertension artérielle. Au niveau de l'appareil respiratoire, ben, on va perdre en fait des capacités respiratoires et on va devenir plus essoufflé sur des gestes du quotidien qui avant nous paraissaient plus faciles. Alors, les risques liés à la chaleur. On va voir un peu ce dont il va falloir faire attention. Donc déjà, quand il y a un risque lié à la chaleur, on va avoir plusieurs symptômes. On va avoir les gencives qui vont devenir plutôt pâles et aussi au niveau de notre figure, ça va se voir. On va augmenter notre respiration et notre rythme cardiaque. On va avoir très soif et ça va s'accompagner aussi de crampes musculaires. On va se sentir fatigué ou faible. Ça peut aller jusqu'au vertige, avoir des maux de tête ou même des nausées ou des vomissements. Et dans les cas extrêmes, on va même pouvoir s'évanouir. Et on va constater qu'on a notre température du corps qui va monter en flèche comme si on avait de la fièvre. On a du coup l'hyperthermie qui va survenir. Donc, ces conséquences, ça va être une augmentation brutale du coup de la température à l'effort et ça peut aller jusqu'à entraîner un arrêt cardiaque. C'est en fait une élévation extrême et brutale de la température centrale après une activité de travail musculaire plutôt intense. Et du coup, ça va provoquer une désadaptation de nos systèmes en fait, qui permettent de réguler l'organisme. Et du coup, ça va altérer les métabolismes cellulaires. Et en fait, ça va toucher tous les organes. Le plus souvent, ça arrive quand on a un effort de longue durée. Si en été, on se met à faire un semi-marathon, un marathon, une course d'endurance, une course d'orientation, du trail, voilà. Ou alors des sports qui nécessitent un équipement particulier avec des combinaisons, par exemple. Ce qui va faire qu'on va en fait garder la chaleur à l'intérieur et on va faire augmenter notre chaleur corporelle. Donc, par exemple, moto, tout ce qui est vélo, rallye, etc. La pratique d'un sport en altitude peut aussi favoriser la survenue de l'hyperthermie. Et en fait, le problème, c'est que ça va être confondu avec le mal des montagnes. Donc, on va pas voir l'hyperthermie arriver de suite. On va penser d'abord que c'est le mal des montagnes, alors qu'en fait, c'est plus grave que ça. Également, si on pratique torse nu, et du coup, on va être plus exposé à la chaleur que si on porte un t-shirt en coton ou un textile qui nous permet en fait de gérer, de réguler notre transpiration. Le port d'une casquette ou d'un chapeau, ça va protéger contre la chaleur et le soleil, mais c'est pas suffisant du tout en cas de grosse chaleur. Il faut mieux pratiquer à l'ombre ou se vaporiser avec de l'eau sur le visage et sur le corps. Et ça va permettre en fait de diminuer la chaleur corporelle. Donc en fait, tous les sports et toutes les activités de plein air sont plutôt concernés par rapport à l'hyperthermie. Mais il faut quand même rester vigilant, même en salle de sport, sous toiture. Si on n'a pas d'aération ou si la clim marche plus dans notre salle de sport, ça peut vite être dangereux. En second, on a la déshydratation. Bon, on le connaît, c'est un classique, hein, quand la chaleur augmente, on s'hydrate plus autant. Enfin, on s'hydrate pareil qu'en hiver, par exemple, mais c'est pas suffisant. C'est un danger qui est non négligeable, hein, ça peut vraiment altérer la santé. Et pendant qu'on fait du sport, on perd de l'eau pour trois raisons. D'abord, on a les muscles qui se contractent et qui produisent de la chaleur, donc notre chaleur corporelle. On transpire, parce que la transpiration, en fait, permet de réguler notre température corporelle, mais du coup, on perd aussi beaucoup d'eau et aussi du sel.
Et en dernier, on a l'air chaud et le soleil qui font grimper aussi notre température corporelle. Donc, il faut être très vigilant pendant les fortes chaleurs. Quand le soleil tape, on augmente les risques de déshydratation. Perdre 1% de son poids en eau équivaut à perdre 10% de force. Donc, l'important, c'est de boire de l'eau pour éviter les coups de chaleur. Et en dernier, on a la pollution. En fait, avec la hausse des températures, on s'expose à un danger par rapport à la pollution à l'ozone. En fait, elle se forme en présence d'autres polluants, donc ça va être les particules fines, les oxydes d'azote, les composés organiques qui volent dans l'air. Et en fait, sous l'effet du rayonnement solaire, on va voir, donc qui va arriver plutôt l'été, ça va s'augmenter. Donc, en plus de participer au réchauffement de la planète, cette pollution, elle va irriter les systèmes respiratoires ainsi que nos yeux. Quand on va faire un effort physique, on va engendrer une inhalation en fait, qui va être plus importante et du coup, on va inhaler ces substances polluantes de manière plus importante. Le volume d'air expiré pourra passer de 5 litres par minute au repos à plus de 200 litres par minute pour les efforts extrêmes. Donc, on respire beaucoup plus. De plus, lorsqu'on va courir à une allure modérée à soutenue, on est presque dans l'obligation de passer d'une respiration nasale à une respiration buccale. Or, le nez, en fait, contient des filtres naturels qui vont participer à limiter l'ingestion de particules polluantes. Et en respirant par la bouche, on va on va perdre en fait le bénéfice de ce filtrage. Donc, attention aux pics de pollution selon les jours et les heures de pointe. On va éviter de pratiquer à ces moments-là. Donc, on va pouvoir voir les astuces pour pratiquer l'été. Pardon. Donc, tout d'abord, des recommandations. On nous dit que pour pouvoir pratiquer au mieux pendant l'été, il va falloir préparer son corps pendant 2 à 3 semaines aux conditions de chaleur avec des efforts modérés, ce qu'on appelle l'acclimatation. On va boire beaucoup de liquide, surtout de l'eau, asperger d'eau fraîche notre visage et l'arrière de notre cou, mouiller légèrement nos vêtements, privilégier les vêtements clairs et en microfibre pour favoriser la transpiration, avoir quand j'ai à l'heure casquette ou chapeau et le faire dans des endroits plus frais. Attention sur l'alcool et les boissons caféinées, comme les boissons gazeuses, thé ou café, parce qu'en fait, ça déshydrate plus que ça n'hydrate. Donc, ne pas se dire que parce que j'ai bu un café, je suis hydratée, c'est pas le cas. Donc, les astuces. On va avoir plutôt de choisir le bon horaire, le bon lieu, la bonne tenue. Donc, les activités sportives doivent se dérouler plus tôt le matin ou en fin de journée, donc quand les heures sont les moins chaudes, entre à midi, le soleil de midi, bon, c'est pas maintenant qu'on va aller faire sa petite course. Pratiquer également dans des endroits plus frais. Par exemple, dans la nature à l'abri des arbres, ou alors dans sa salle de sport, mais qui va être climatisée. On va préférer une tenue de sport plutôt légère, ample, qui va permettre en fait de respirer. On choisit des tissus qui évacuent facilement la transpiration. On va éviter les couleurs sombres parce que par exemple le noir absorbe les rayons du soleil. On va pouvoir mouiller sa casquette, s'équiper de lunettes de soleil et ne pas oublier d'appliquer une crème solaire pour protéger la peau. Au niveau de l'hydratation, il va falloir se réhydrater plus souvent. Alors, on nous dit de se réhydrater toutes les 10 minutes à petite dose. Parce qu'en fait, c'est beaucoup mieux de rester hydraté petit à petit, plutôt que de se dire je fais mon heure de sport et à la fin, je me bois une bouteille d'eau cul sec d'un coup. Il vaut mieux, du coup, répartir son dosage d'eau. Et attention, parce que pendant longtemps, ça a été la mode des tenues qui permettent de transpirer pendant l'activité physique. Transpirer pendant l'activité physique, on pense qu'on perd beaucoup, mais en fait, on ne perd pas de gras. Si on transpire beaucoup pendant l'activité physique, on a juste perdu beaucoup d'eau. On n'a pas perdu plus de gras. Donc attention,
à ça, à pas se laisser avoir et bien à penser que si on perd de l'eau, il va falloir le récupérer. Et évidemment, écouter son corps. La chaleur, ça nous fatigue parce que notre organisme doit fournir un effort supplémentaire lorsqu'il fait chaud pour maintenir notre température corporelle à 37 degrés. On est homéotherme, on maintient notre température centrale fixe, peu importe la température extérieure. Mais ça, du coup, ça demande un gros effort pour notre corps. Donc, la température optimale en extérieur pour pratiquer, elle doit se situer entre 17 et 23 degrés. Si on est trop fatigué ou qu'on voit qu'on est trop essoufflé, que la chaleur, ça nous fait trop de mal au corps, on arrête notre séance, c'est pas grave. On reprendra soit plus tard quand il fait plus frais, soit un autre jour quand on se sentira mieux. Mais on n'est pas obligé de forcément se pousser dans ces retranchements. Au contraire. Et du coup, on va voir les activités qui sont un peu plus liées à l'été et pourquoi. Donc, en premier, on va voir des activités physiques qui vont être plus douces et du coup qui vont nous demander moins d'efforts, où l'activité physique va être beaucoup moins intense. Donc, on a tout ce qui est yoga, pilates, gym qui rentre pour moi un peu dans la même catégorie. Ça reste doux, ça fait du bon renforcement musculaire, mais on n'est pas essoufflé, c'est pas de l'endurance. Ensuite, on va avoir la danse. Donc là, ça va être un peu plus endurant, mais ça reste quand même assez doux hein, sur l'intensité. Tout ce qui est pétanque, ping-pong, on aurait pu rajouter bowling aussi. Bon voilà, on se dépense pas beaucoup. La pétanque l'été, tout le monde le fait, surtout dans le sud. Ping-pong au bord de la piscine, voilà. Mais ça nous permet quand même de bouger un petit peu. Ensuite, les marches. Les balades l'été, c'est toujours agréable. Si on le fait du coup aux bonnes heures, on va pas se balader entre midi et deux. On le fait le matin ou le soir à la fraîche. Essaye, si on peut marcher, si on a un parc ou de la nature autour, on va marcher à l'ombre des arbres. Également le cyclisme, hein, c'est un peu la même chose que pour la marche, pareil pour les heures, pareil pour si on peut le faire dans la nature. Et ensuite, l'été, on a de nouvelles activités qui s'offrent à nous, type acrobranche qui ouvre l'été. C'est toujours sympa si on veut y aller en famille. Et également les activités physiques aquatiques, tant qu'à faire, vu qu'il va faire bon, autant aller se baigner. Donc la natation qui est excellente pour tout, hein, qui fait bouger tout le corps, qui fait travailler aussi l'endurance, c'est un sport très complet. Aquagym également. Aquagym parce que ça va être intéressant si quand on dans nos cours de yoga, pilates, gym, danse, etc., on commence à avoir mal aux articulations, c'est intéressant de faire de l'aquagym parce qu'on va venir travailler le renforcement musculaire sans les impacts. En fait, être dans l'eau, ça permet de diminuer, même de supprimer en fait les impacts et du coup, c'est mieux pour nos articulations. Longe-côte, hein, qui commence à être à la mode en ce moment, donc c'est de la marche aquatique dans l'eau avec une certaine technique de marche. Pareil, c'est très bon pour le renforcement musculaire, ça permet de marcher dans l'eau, c'est très bon pour la circulation du sang. Si on aime bien aller plonger, bah, c'est le moment, hein, il fait beau, l'eau est bonne, donc autant aller plonger. Et du coup, on a d'autres activités comme l'acrobranche qui s'offre à nous l'été qui ne sont pas disponibles l'hiver. Donc, aller faire du canoë, kayak, sortir les paddles, aller faire un tour en paddle, se mettre au surf selon où on est, selon les vagues qu'on a, la voile et le jet ski. Mais sur toutes ces activités aquatiques, il va falloir faire attention à l'hydrocution l'été. Donc l'hydrocution, qu'est-ce que c'est? C'est un contact rapide entre l'eau froide et notre corps qui va du coup plutôt chaud. Et du coup, ça provoque une hydrocution. Donc ce choc thermique, il peut provoquer un malaise. Et c'est la plus fréquente cause de noyade avec les crampes aussi. Et du coup, pour l'éviter, il faut éviter ce changement en fait qui va être brutal de température. Donc pour ça, on va éviter de rentrer trop rapidement dans l'eau, notamment après avoir bronzé sur la plage, donc être resté longtemps au soleil à chauffer. On ne pousse pas, on ne jette pas quelqu'un dans l'eau. On se mouille au préalable le ventre, les bras, la nuque avant d'entrer dans l'eau pour que notre corps y comprenne qu'on va faire diminuer la température.
ou alors on peut s'équiper de combinaisons au cours des séances de sport nautiques. Et en fait, l'eau qui va du coup rentrer dans la combinaison, elle va se chauffer à notre température. Et du coup, ça va éviter un trop grand choc entre du coup notre corps et l'eau. Et du coup, on a vu ensemble du coup pourquoi c'est important de pratiquer au début. Donc voilà, ne pas se dire que on va parce que c'est l'été, parce que c'est les vacances, voilà, je fais plus de sport. C'est toujours important de maintenir une activité physique pour sa santé. Donc c'est important à rappeler. On a du coup maintenant les risques à éviter et les astuces pour pratiquer sans danger pendant l'été. Et donc je vais vous laisser avec ma collègue Julie qui va être sur le volet plutôt alimentation. Merci, Kitiara. Donc, n'hésitez pas à lui poser vos questions dans le chat si vous en avez sur l'activité physique. Et en attendant que vous les notiez dans le chat, moi, j'enchaîne à ce moment-là sur l'alimentation. Donc, comment mieux manger en été? Donc, j'imagine, si vous suivez régulièrement les conférences de la mutualité, que vous avez déjà vu cette affiche qui reprend donc les repères du PNNS. PNNS qui est donc le Programme national nutrition santé, qui donne les grandes recommandations sur l'alimentation. Donc, c'est des choses qu'on entend souvent, de toutes les manières, hein, même si ce n'était pas cette affiche précisément que vous avez vue. Ils nous disent qu'il faut manger des fruits et légumes, des produits complets, et à l'inverse, éviter plutôt la charcuterie, les produits salés, l'alcool, le sucre, etc. Donc, on va partir de cette base et essayer de l'adapter plutôt au niveau de l'été, en essayant d'avoir quand même un repas équilibré qui serait ce format-là. Donc le rond représente, l'assiette. Il faudrait que dans l'assiette, il y ait une moitié de légumes, un quart de féculents, un quart soit de viande, soit de poisson, soit d'œufs. Donc là, je vous ai mis le cas des personnes qui ne sont pas, végétariennes, mais après, on peut faire une option, végétarienne, également et que ça reste équilibré. En dessert, un produit laitier, un fruit et de l'eau. Ça va correspondre au repas équilibré en toute, saison, peu importe que ça soit, printemps, automne, été, hiver, peu importe notre sexe, peu importe notre âge, c'est la même chose pour tout le monde, c'est le schéma général et après on va l'adapter, avec des fruits et des légumes de saison, avec de la viande, du poisson, œufs, selon nos budgets, selon nos préférences. L'eau, on va en boire plus ou moins selon, s'il fait chaud ou pas, si on a fait du sport ou pas. Le produit laitier, on va l'adapter, selon, ce qu'on digère. Est-ce qu'on digère les produits laitiers au lait de vache ou pas? Est-ce qu'on digère le lait? Est-ce qu'on ne le digère pas et du coup on se rabattra peut-être plutôt sur, du fromage blanc ou des fromages. Voilà, mais ça, c'est vraiment la base à respecter qui est valable pour, tout le monde globalement. Bon, après, il y a toujours des exceptions, mais dans la grande majorité, c'est ça et on va voir comment l'adapter du coup au niveau de l'été. Hem, donc je vous ai mis 2 points, principaux pour moi qui seraient les 2 «pièges» entre guillemets de l'été. Donc l'hydratation, on en a déjà parlé un petit peu, avec, Kitiara, mais on va y revenir, plus du côté nutritionnel de l'hydratation. Et l'autre, élément de l'été qui change par rapport à d'habitude, ça va être les moments conviviaux. Donc je vous ai mis les apéros, on peut être un peu plus susceptible d'être, soit invité à des apéritifs, soit parce que c'est les vacances, on va en faire un peu plus souvent. Les pique-niques, les beaux jours, font qu'on peut en avoir un peu plus souvent. Les barbecues qui se prêtent aussi pas mal à l'été et je vous ai mis aussi les glaces qu'on consomme habituellement plus en été qu'en hiver. Voilà pour ça. Si vous voyez d'autres, points qui changent en été, par rapport à d'autres saisons, n'hésitez pas à me les mettre, dans le chat. Donc là, c'est à la fois parce que c'est l'été et à la fois parce que ça correspond aussi à une période de vacances qui fait que du coup, on a des habitudes qui peuvent être, un petit peu différentes. Donc le premier point, l'hydratation, là, ça va être plutôt par rapport à la chaleur. Donc l'hydratation, vous avez dû entendre qu'il fallait boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. C'est vrai, mais avec une petite nuance. En fait, on va perdre 2,5 litres d'eau par jour. Donc on va le perdre avec la transpiration, comme vous l'a dit Kitiara tout à l'heure, les urines, évidemment, la respiration aussi. Quand on respire, il y a de la vapeur d'eau qui sort. Les larmes, bon, à moins de pleurer vraiment beaucoup, beaucoup, ça va pas être la majorité de l'eau qu'on perd. Mais en été, c'est vrai qu'on va avoir une transpiration plus importante et du coup,
les besoins en eau vont être accrus. Donc là, je vous ai mis ce qu'on perd en moyenne, pas forcément en été. De manière générale, toutes nos pertes vont représenter 2,5 litres d'eau par jour. Si on veut compenser ces pertes, du coup, il va falloir apporter à notre corps 2,5 litres d'eau par jour également. Et en fait, pourquoi on dit 1,5 litre? C'est parce enfin, qu'il faut boire 1,5 litre d'eau, c'est parce qu'on considère qu'il y a 1,5 litre qui va être apporté par les boissons et 1,5 litre et 1 litre, pardon, qui va être apporté par, les aliments. Donc principalement par les fruits et légumes qui contiennent beaucoup d'eau, mais aussi, les pâtes, bah, quand on les fait cuire, avec de l'eau, elles se gorgent d'eau et ça nous va nous faire manger de l'eau. Tous les aliments contiennent un petit peu d'eau, plus ou moins. Et ça va faire que du coup, on va, consommer de l'eau aussi par ce biais-là. Donc c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui disent: «Ah moi, je bois pas du tout, 1,5 litre d'eau par jour, je suis plutôt à 1 litre et pourtant, bah, je suis pas déshydratée, mes urines sont claires, enfin tout va bien». Ça peut être parce que ces personnes mangent beaucoup de fruits et légumes, heu, ou, mangent tous les soirs, un potage qui est bien liquide, qui fait que du coup, bah, ils mangent beaucoup d'eau, en fait. Et à l'inverse, il y a des personnes qui boivent, 1,5 litre d'eau par jour et pour autant, pour eux, c'est pas suffisant. Ça peut être parce que, bah, ils mangent pas beaucoup de fruits et légumes et que, du coup, bah, ils ont pas ce litre d'eau qui va leur être apporté, par les aliments. Donc bien sûr, tout ça est une moyenne et ça, c'est en temps normal, sans chaleur, extrême. Donc l'été, ça peut être porté, à une perte de 3 litres, 3,5 litres, 4 litres même si on fait du sport et qu'on reste très longtemps dehors. Hem, voilà, donc c'est pour ça heu, que c'est à prendre en compte. Il y a les autres boissons, mais il y a aussi l'eau qui est contenue dans les aliments. Pour les boissons, donc je vous ai rappelé ce qu'était, l'eau potable. Évidemment, l'eau qu'on doit boire est une eau, potable. Hem, L'eau en France, en tout cas, est très, très contrôlée. Il y a plus de 70 critères de qualité qui sont évalués, autant au niveau des polluants, des bactéries également, enfin bref, de toutes les substances potentiellement, nocives, mais aussi au niveau des minéraux et de ce qui peut nous apporter parce que l'eau ne nous apporte pas que de l'eau, ça nous va nous apporter aussi des minéraux, du sodium, du potassium, du magnésium, plus ou moins selon l'eau qu'on consomme, mais ça a cette importance, là, aussi. Et une eau pour qu'elle soit potable, évidemment, il faut qu'elle soit claire, agréable à boire. Si elle est potable, enfin, qu'il y a tous les minéraux, qu'il y a pas de bactéries, qu'il y a pas de polluants, mais qu'elle est imbuvable, forcément, ça n'a pas trop d'intérêt. Hem, Inodore et donc, comme je vous disais, équilibrée en sels minéraux. Ça va être considéré comme une eau potable. L'eau potable, on en a 3 sortes différentes. On a l'eau du robinet, on a l'eau de sou et les après on a 2 types, on a les eaux en bouteille, on a l'eau de source et l'eau minérale. Donc là, je vous ai fait un petit tableau comparatif de toutes, parce qu'on entend un petit peu tout et son contraire. Hem, alors, l'eau du robinet et je vous le dis, maintenant du coup, est plutôt celle qui est recommandée, en tout ça, celle que je vous conseille quand on n'a pas de problème de santé particulier. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement contrôlée, donc je vous disais tout à l'heure 70 critères de qualité et surtout elle est contrôlée, en permanence. Contrairement aux eaux de source où là, elles auront toujours ces 70 critères de qualité, mais elle va être contrôlée une seule fois quand on la met en bouteille. Mais après, bah, par exemple, là, je vois, dans le bureau à côté de moi, il y a des packs d'eau. Les packs d'eau sont là peut-être depuis 6 mois, il y a personne qui est venu vérifier qu'à l'intérieur de ces packs d'eau, hem la composition en polluants, n'avait pas changé et en l'occurrence, comme c'est des bouteilles d'eau qui sont stockées dans du plastique, peut-être que ça a changé parce que peut-être que, comme il a fait chaud dans la pièce, le plastique a peut-être migré à l'intérieur de l'eau. Mais ça, c'est pas contrôlé. Donc de ce côté-là, l'eau du robinet va être plus contrôlée que l'eau de source qui est contenue dans les eaux en bouteille. En tout cas, contrôlée plus fréquemment. Heu, L'eau du robinet, bah, sa composition, elle peut varier, dans le temps et en fonction des endroits où on est. Donc pour ça, vous pouvez aller sur le site de l'ARS où vous avez un tableau récapitulatif de tout ce que contient votre eau à l'endroit où vous la buvez, enfin où elle sort, du robinet, selon le secteur où vous habitez. Ça vous dit, bah, combien il y a de calcium, combien il y a de magnésium, combien il y a de potassium, les valeurs qui sont prouvées, en plomb, en, tel ou tel polluant, en, Escherichia coli, enfin tout va vous être, notifié
C'est pareil pour l'eau de source. L'eau de source, ça va aussi changer au fur et à mesure et c'est pour ça que c'est important quand vous achetez de l'eau de source, alors par exemple, je vous donne, une marque, mais je pourrais vous en citer plein d'autres, hein, mais par exemple de la cristalline, ou l'eau Carrefour ou l'eau de source Carrefour, l'eau de source Leclerc, l'eau de source peu importe. Il y a toujours la marque qui est écrit en gros, enfin qui est écrit en tout cas de manière très visible, mais alors souvent ils l'écrivent en bleu, enfin en un contraste un petit peu différent. Vous avez l'endroit de la source. Parce qu'en fait, l'eau, de la marque cristalline peut, venir de sources différentes et la source, bah, c'est la nature, hein et du coup, comme ça varie au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas parce qu'une fois vous avez regardé la composition d'une eau, on va dire de la marque Leclerc pour changer, et qu'elle avait, on va dire, je dis un chiffre au pif, 10 milligrammes de calcium par litre, que forcément 6 mois après, il y aura toujours 10 milligrammes de calcium par litre. Ça va changer au fur et à mesure. Donc si vous regardez l'étiquette, il faut et parce que ça vous intéresse, il faut du coup regarder l'étiquette, fréquemment. Heu, voilà et je vous ai mis, aussi donc les conseils. Donc les conseils d'utilisation pour l'eau de source, ça va être de regarder fréquemment l'étiquette. Pour l'eau du robinet, ce qu'il va falloir, c'est, laisser couler. Alors si vous habitez dans des immeubles anciens, donc c'est les immeubles, qui ont été conçus avant 1960, il y avait des règles différentes au niveau des canalisations. Hem Ce qui fait il est recommandé de ne pas boire le premier jet de l'eau, de laisser couler quelques secondes, 30 secondes, 45 secondes, pour éliminer les éventuels, résidus qu'il pourrait y avoir dans la canalisation, pour avoir une eau, plus pure. Et si chez vous, elle a un goût de chlore, ce qui est possible parce que dans pas mal de communes, c'est traité au chlore. Dans d'autres communes, comme à Marseille, ça peut être, c'est traité à l'ozone, mais la plupart des communes, l'eau va être traitée au chlore. Pour enlever ce goût ou cette odeur de javel, comme le chlore est volatile, en fait, il suffit de la tirer en avance, de la laisser, alors en ce moment pas sur le rebord de la table, mais plutôt dans le frigo. Le chlore va s'évaporer et le goût aura, totalement disparu. Voilà, donc eau du robinet, eau de source, c'est finalement un petit peu pareil, un petit peu la même composition. C'est le contenant qui va changer, et le prix. Et du coup, à ce niveau-là, bah, il vaut plutôt prendre de l'eau du robinet, déjà parce que c'est moins cher et parce que le contenant va être plus respectueux de l'environnement, de la santé aussi, du fait que le plastique n'est pas un matériel, qui est un matériau qui est neutre, voilà et parce que l'eau du robinet va être testée, plus souvent. Heu, à la différence de l'eau minérale, qui elle, ne respecte pas forcément les normes de potabilité, surtout au niveau des minéraux parce qu'elle peut avoir des, minéraux qui sont contenus en quantité tellement importante que ça va pas rentrer dans les normes de potabilité. C'est pas pour ça que c'est mauvais pour la santé, mais en revanche, il va pas falloir utiliser tout le temps la même eau. Parce qu'elle peut avoir par exemple, beaucoup de calcium, mais pas assez de magnésium. Et du coup, il va falloir changer de marque de temps en temps pour avoir, une eau qui contiendra, bah, à l'inverse, beaucoup de magnésium et pas beaucoup de calcium. Enfin, je ne sais plus dans quel sens je vous l'ai dit, mais voilà, de varier les eaux, pour avoir suffisamment de minéraux quand même, à la fin du mois, à la fin de l'année. Heu, à l'inverse des eaux de source, l'eau minérale a une composition qui est stable. Donc si vous prenez, une marque pour, sa composition en magnésium parce que vous savez que vous manquez de magnésium, vous pouvez toujours prendre cette marque-là pour le magnésium parce que vous savez que la composition sera toujours la même. Là aussi, un des défauts de l'eau minérale, c'est qu'elle est contenue dans du plastique et c'est qu'elle est assez chère. Mais pour, si vous voulez de temps en temps vous faire une petite cure d'un minéral, en particulier, vous pouvez, utiliser enfin, la consommer, mais après il faudra essayer de revenir sur de l'eau, du robinet ou de l'eau de source pour, ne pas avoir un excès de minéraux. Je vous ai mis une petite vigilance, donc sur les eaux en bouteille, comme je vous le disais, qui sont contenues en général dans des contenants en plastique. Ces contenants, en plastique sont faits avec, du PET, donc c'est le petit, triangle, pardon, j'allais vous dire losange, mais non, le petit triangle. Dans chaque petit contenant en plastique, vous avez un petit triangle qui nous dit en quoi, est fait le plastique et chaque numéro correspond à un type de plastique, différent.
Et là, on est sur du numéro 1, et il se trouve que le numéro 1 peut avoir un impact sur notre système hormonal, peut être perturbateur endocrinien. Donc c'est pour ça que le plastique de base n'est pas forcément recommandé, mais que surtout, une erreur qu'on peut faire parfois, c'est de se dire: «Bah, j'achète une bouteille en plastique et puis pour pas, polluer l'environnement, et ben, cette bouteille en plastique, je vais la re-remplir à chaque fois, heu je vais m'en servir, bah, tout l'été. Je vais utiliser une seule bouteille en plastique que je vais remplir avec de l'eau du robinet». En fait, c'est pas fait pour ça. Hem et du coup, le plastique est fait pour être utilisé qu'une seule fois, et si on l'utilise plusieurs fois, et ben, il va se dégrader, en fait, assez facilement parce que, bah, il a été fait pour utiliser une fois, il n'était pas fait pour résister à autant d'utilisation. Et du coup, donc non seulement ça va se dégrader et du coup, on va perdre des composés de plastique dans notre eau, et en plus, ça va devenir un peu plus, poreux, et du coup, il peut y avoir un risque de bactéries qui se développent plus facilement. Donc les bouteilles en plastique, si vous les utilisez, c'est une seule fois, enfin ou 2 à la limite, mais en tout cas, on n'utilise pas une bouteille en plastique à usage, fait à la base pour un usage, unique. On réutilise, tout l'été. C'est à usage unique, donc il y a un risque pour la santé si on l'utilise, plusieurs fois. Je vois qu'il y a des petites ah non, c'est bon. Pas de questions dans le chat. Et ah si: «Ayant des problèmes de genoux et de dos et un surpoids, j'ai du mal à bouger et à boire beaucoup». Voilà, bah, alors du coup, c'est tout l'objet de la conférence, et il me semble que c'est la diapo juste après où je vous dis comment boire plus. Ah non, je vous ai juste fait aussi un petit, mémo sur les eaux gazeuses. Les eaux gazeuses, on peut en consommer si on les digère bien. Attention par contre à la composition en sodium. Il peut y avoir beaucoup de sel dans les eaux gazeuses. Donc là, je vous ai fait un petit tableau. C'est pas pour viser une marque, plus qu'une autre, hein, je vous en ai mis plein, mais pour vous montrer à quel point il peut y avoir des différences entre entre les eaux. Vous voyez que la Salvetti, on va être à 5 milligrammes par litre, alors que la Vichy Saint-Fior, tout en bas, on sera à 1 708 milligrammes pour 1 litre. Donc la différence est, énorme, et pas fois 1000, mais et fois, 250. Donc c'est très important de bien choisir son eau gazeuse, surtout si on en consomme tout le temps. Si tous les jours on boit, un verre, d'eau gazeuse, bah, ça peut être bien de choisir du coup une eau qui sera pauvre en sodium, donc plutôt Perrier, Salvetti, voire San Pellegrino, et ne pas boire, 1,5 litre de Vichy Saint-Fior, tous les jours, où là, ça peut être vraiment, néfaste pour votre santé. Je vous ai mis sur la colonne d'à côté le, nombre de litres qu'il faut boire pour avoir 1 gramme de sel, sachant que 1 gramme de sel, c'est un petit sachet de sel, et donc là, vous voyez que la dernière eau, c'est 0,2 litres, donc 0,2 ça correspond à un verre. Donc on boit un verre d'eau, et dans ce verre d'eau, on a l'équivalent d'un sachet de sel. Ce qui peut faire beaucoup si on boit beaucoup de verres d'eau dans sa journée. Donc voilà, attention à ça. C'est plutôt, ça a plutôt une visée, thérapeutique, la Vichy ou les eaux comme ça qui sont très, les eaux gazeuses très salées. Soit le médecin les conseille, soit ça peut être conseillé aussi des fois pour les personnes qui font beaucoup de sport, qui transpirent beaucoup, qui vont perdre beaucoup d'eau et beaucoup de sel. On peut leur dire de boire ce type d'eau, mais c'est pas une eau qu'on va boire, au quotidien comme ça, tous les jours. Voilà pour ça. Donc dans les eaux, quand on parlait tout à l'heure d'1,5 litre par jour, donc en été, ce serait plutôt 2 litres, 2,5 litres d'eau par jour à boire. On compte l'eau, forcément de l'eau, classique, on va compter l'eau gazeuse, on va compter aussi le thé, le café, les tisanes qui sont de l'eau, qui on peut en consommer en «grosse quantité» entre guillemets, hem, si elles sont sans sucre, ça pose pas de problème particulier, sauf pour les personnes qui vont être sensibles à la caféine, où là, bah, forcément, si ça nous empêche de dormir, on ne boit pas, 10 cafés le soir avant d'aller se coucher. Forcément, on aura un peu plus de difficultés à s'endormir. Mais après, il y a des personnes qui sont pas du tout sensibles à la caféine et qui dorment très bien, peu importe le moment. Et attention aussi, comme vous disiez, Kitiara tout à l'heure, ça peut déshydrater si on en boit beaucoup, et en lien avec l'activité, physique. La caféine et l'activité physique, ça fait pas forcément bon ménage. Donc attention aussi, dans ce cadre-là. Mais sinon, pas de problème particulier. Heu, Après je vous ai mis aussi l'eau citronnée, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en consultation, les personnes qui boivent, un citron chaud, enfin de l'eau chaude avec du citron, de l'eau tiède avec du citron, de l'eau froide avec du citron tout court. Hem, c'est bien de boire. Vous pouvez boire du citron, ça n'a pas de bienfait particulier, démontré, mais il y a des personnes qui se sentent mieux en ayant bu, leur jus de citron, donc grand bien leur fasse. En revanche,
attention, ça peut aussi abîmer l'émail des dents. Donc, c'est recommandé des fois de le boire avec une paille. Il existe des pailles en verre maintenant pour ne pas utiliser trop de plastique, pour faire attention à l'émail de ses dents. Par contre, alors j'ai même pas réussi à écrire, limité, j'ai écrit à limier, mais c'est à limiter au maximum. Soda, jus de fruits, sirop, tout ça sont considérés comme des produits sucrés. Même le jus de fruits qu'on se fait à la maison, au presse-agrumes ou à l'extracteur de jus, c'est considéré comme un produit sucré et ça sera aussi sucré qu'un soda. Donc à limiter au maximum et on essaye de trouver d'autres sources d'eau. Alors l'eau filtrée dans les carafes, effectivement, alors je ne sais pas si j'en parle, après ou pas. Non, donc l'eau dans les carafes est pas forcément bonne non plus. Enfin, en fait, il y a un point de vigilance à avoir, c'est qu'il faut changer le filtre très régulièrement. Parce qu'en fait, dans ces carafes, il y a un filtre qui est censé servir à enlever, les impuretés, bien qu'il y ait pas forcément d'impuretés dans l'eau du robinet, hein, mais c'est censé, les enlever, les éventuels qu'il y aurait et ce filtre est fait en carbone, sauf que le carbone, c'est la nourriture des bactéries et du coup, si on change pas le filtre régulièrement, ça devient un filtre rempli de bactéries et du coup, en pensant rendre notre eau meilleure, on la rend pas meilleure du tout, qu'on la charge, en bactéries. Donc c'est pas forcément, une bonne solution. Je vous conseille plutôt d'essayer de tirer votre eau en avance, qui va permettre d'éliminer le chlore et du coup d'éliminer le goût de l'eau. Des fois, juste ça, ça suffit et c'est pas forcément le filtre de la carafe qui fait que ça a enlevé l'eau, c'est juste le fait de l'avoir tiré en avant qui fait que ça a enlevé, pardon, pas l'eau, mais le goût de l'eau. C'est juste le fait de l'avoir tiré en avance. Il y a des personnes qui préfèrent boire l'eau, filtrée et qui ressentent une vraie différence. Si c'est votre cas, faites-le, l'important c'est de boire, mais par contre attention à ce filtre, à le changer vraiment, régulièrement. Même si je sais que ça a un coût du coup, mais c'est vraiment important pour ne pas charger votre eau en bactéries. Alors je vous ai mis quelques conseils pour boire plus d'eau. Donc il y a 3 que j'ai classés en 3 catégories. La catégorie plaisir, pour boire plus d'eau, ce qui peut marcher. Alors à chaque fois, ça va marcher selon les personnes, hein, ça marche pas chez tout le monde. Hem Prendre du plaisir à boire de l'eau. Donc je vous ai mis, boire dans des jolis verres. Il y a des gens qui, de temps en temps, changeaient régulièrement leurs verres, d'avoir des nouveaux verres qui soient jolis, soit qui soient colorés, soit il y en a qui boivent même de l'eau dans des verres à vin parce qu'ils ont l'impression de prendre l'apéro. Peu importe, mais de boire dans un joli contenant, ça peut aider à rendre l'eau, pas plus jolie, mais, elle restera toujours transparente. Mais ça peut aider ou d'avoir, une gourde, isotherme, donc soit d'avoir une jolie gourde parce qu'on la trouve belle et du coup on va la sortir plus souvent, hem, soit que le goulot soit agréable, enfin peu importe. Mais, le fait de prendre plaisir avec le contenant peut nous aider. J'ai mis varier les eaux. Ça, c'est, des fois de boire de temps en temps une eau gazeuse, ça permet de se lasser, un petit peu moins. Varier les eaux peut aussi permettre, du coup, quand même toutes les eaux peuvent avoir des goûts, différents. Donc de les varier, ça peut permettre d'être un peu moins rébarbatif et d'avoir moins l'impression de boire de l'eau, même si ça a toujours le goût d'eau, quoi qu'il arrive, hein, mais, voilà, ça peut aider certaines personnes. Et je vous ai spécifié gourde isotherme parce que c'est vrai que l'été, boire de l'eau fraîche, c'est quand même plus agréable que de boire de l'eau chaude. Et du coup, si notre seul moyen de boire de l'eau quand on part en randonnée, c'est une bouteille d'eau en plastique, rapidement, au bout d'1 ou 2 heures, l'eau est chaude et du coup, on n'a pas envie de la boire, ça a pas vraiment un bon goût. Alors qu'avoir une gourde isotherme, il y en a vraiment, pas cher. J'en ai acheté une hier à 3 €. Hem Dans une gourde isotherme, l'eau reste fraîche et du coup, c'est un peu plus agréable, à boire. Donc ça, c'est la partie du plaisir. Alors, il y en a aussi qui vont mettre, un petit peu de citron dedans, des feuilles de menthe, des feuilles de basilic, des feuilles de verveine, peu importe ça. Mais, voilà, prendre plaisir à boire son eau. Ensuite, au niveau des habitudes, je vous ai mis, de l'associer à un geste du quotidien. Donc par exemple, si tous les matins vous sortez votre chien, et ça va être à chaque fois que vous rentrez de sortir le chien ou à chaque fois que vous partez, vous buvez un verre d'eau, à chaque fois que vous rentrez de la balade du chien, vous buvez un verre d'eau. Si tous les matins vous brossez les dents, à chaque fois que vous vous brossez les dents, hop, vous buvez un verre d'eau derrière. Donc ça, c'est plus pour y penser, pour ceux où le problème, c'est pas forcément qu'ils aiment pas l'eau, au contraire, l'eau, ils aiment bien en boire, mais c'est juste qu'ils y pensent pas. L'associer à un geste du quotidien, ça peut les aider.
Pareil, d'avoir une alarme sur son téléphone qui va sonner. Alors, il y a des applications qui existent, mais sinon, même juste mettre une alarme une fois toutes les heures, par exemple. Et du coup, bah, le fait que bah, ça va nous le rappeler dès que le téléphone sonne, ou ceux qui ont des montres qui font bip bip à chaque changement d'heure aussi. Dès qu'ils entendent le bip bip, hop, ils boivent un verre d'eau ou une gorgée d'eau. Voilà, ça peut les aider à boire plus. Et bah, bien sûr, poser la carafe en évidence, ça peut aussi aider à y penser. Ça, c'était pour le côté habitude et plus le côté, je ne bois pas parce que j'oublie. Et après, on a aussi le côté santé. Heu, Ça, c'est le cas dans tous les changements de comportement en santé. On va plus facilement maintenir ce nouveau comportement, cette nouvelle bonne habitude, si on remarque un effet positif. Si vous buvez plus d'eau, mais que chez vous, bah, voilà, juste vous avez bu plus d'eau, juste, vous avez fait plaisir à Julie, la conférencière, et vous avez bu, vos 2 litres d'eau dans la journée, ça va pas vous changer grand-chose à votre vie, et du coup, bah, potentiellement, vous allez le faire une semaine et après assez rapidement, vous allez arrêter. Alors que par contre, si vous remarquez qu'en buvant ces 2 litres d'eau, et ben, vous avez moins de migraines alors que d'habitude vous êtes très migraineux, vous avez, plus enfin, vous digérez mieux, vous avez peut-être tendance d'habitude à être un peu constipé, parce que la déshydratation, enfin le manque d'eau peut conduire à une constipation, et que par contre quand vous buvez ces 2 litres d'eau, et bah, là, votre transit est beaucoup plus fluide. Si vous remarquez que votre peau est moins sèche, que vous avez besoin de mettre moins de crème, que vous vous sentez mieux tout simplement, un peu plus en forme, un peu moins, hem chagriné, enfin un peu moins, chafouin et tout ça, et ben, le fait de le remarquer, ça va vous permettre du coup de maintenir ce comportement et du coup de continuer à boire plus d'eau, parce que, bah, vous remarquez les bienfaits, tout simplement, et que, bah, c'est agréable de ne pas avoir mal à la tête, et du coup, si juste en buvant de l'eau, je peux m'éviter d'avoir une migraine, qui me cloue au lit, toute la soirée, et bien du coup ça sera beaucoup plus agréable. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour boire plus d'eau. Tous ne marchent pas chez tout le monde, et il y en a aucun qui, une fois que vous l'avez trouvé, va marcher et va marcher, toute votre vie. C'est à chaque fois un réajustement, à faire, mais tout ça mis bout à bout, ça peut vous aider, à boire un peu plus. Alors je vois une question sur le kéfir, le kombucha. Vous pouvez, mais c'est des, aliments, qui peuvent être un petit peu sucrés et qui ne vont pas vous apporter que de l'eau. Donc, boire 2 litres de kombucha, ça peut être un petit peu trop. Alors après, je connais pas trop le kombucha, s'il y a des différences entre les différents kombucha, les différentes, marques et cetera. Heu, Au niveau des arômes qu'ils peuvent mettre dedans aussi peut-être des fois, c'est pas forcément, heu, à consommer en grosse quantité. Mais vous pouvez, alterner entre eau, kombucha, eau, kéfir, ça c'est possible. Ça peut avoir un bienfait aussi au niveau, digestif chez certains. Ensuite, donc je vous disais qu'il y avait l'apport en eau, qui est apporté par les boissons, mais il y a aussi l'apport en eau qui va être apporté par les fruits et légumes. Donc les fruits et légumes, c'est 5 fruits et légumes par jour. Ils peuvent être crus, ils peuvent être cuits, ils peuvent être frais, surgelés, en conserve, ils peuvent être bio ou pas, peu importe. Tout ça, ça va nous apporter de l'eau. Donc ça, je reste pas trop longtemps, dessus, parce que je vois que le temps, avance, et bon, fruits et légumes, on en entend quand même souvent, parler. Comment augmenter sa consommation de fruits et légumes? En mettant à l'apéro. Si, à la place de mettre des petits graissins, vous mettez des petits bâtonnets de carottes, par exemple, pour tremper dans la tapenade, ça va vous permettre de manger un peu plus de fruits et légumes. Faire une entrée de crudité, ça aussi, ça vous permet, bah, de commencer votre repas déjà avec des fruits et des légumes, là, en l'occurrence. Hem, donc ce qui fait que vous pouvez, ceux qui nous disent: «Ah bah oui, mais moi, mes enfants, ils aiment pas les légumes, donc bah, je fais un plat de pâtes, c'est plus simple, comme ça, au moins, toute la famille mange dedans». Oui, on peut faire un plat de pâtes, mais faire une entrée de crudité que les enfants mangeront ou pas selon s'ils aiment, ou pas. Au moins vous, vous avez mangé votre partie de légumes, ce qui ne vous empêche pas derrière de manger le plat de pâtes comme tout le monde. C'est juste que du coup, vous en mangerez un peu moins, étant donné que vous avez déjà eu, une partie de repas, avant. Mais faire une entrée de crudité, c'est vraiment ce qui peut fonctionner le mieux pour avoir une consommation de fruits et légumes qui augmente. Les salades composées, en été, c'est le temps des salades.
Attention par contre à bien avoir une salade. Quand on dit une salade de pâtes, par exemple, en fait, c'est pas parce qu'on fait une salade qu'on mange des fruits et légumes. Il y en a qui font une salade de pâtes et qui dedans ne mettent aucun légume, qui mettent juste des pâtes, de l'œuf dur, du maïs et du thon, par exemple. Du coup, là-dedans, il n'y aura pas de légumes du tout. Euh, donc, si on fait une salade composée, il faut qu'on essaye que la moitié de la salade soit composée de légumes. Si vous séparez tous les éléments de la salade, il faut que la moitié du saladier soit composée de légumes. Voilà. Après, je vous ai mis d'acheter des fruits et des légumes frais. Ça peut inciter un peu plus à la consommation pour les personnes. Alors ça marche que pour les personnes qui n'aiment pas le gaspillage alimentaire. Euh, que quand ça nous fait mal au cœur de jeter, bah, on a acheté des courgettes, des carottes et des concombres. Vu qu'on n'aime pas jeter, bah forcément, on va se forcer à les faire pour ne pas les jeter derrière. Ça marche que chez certaines personnes qui sont sensibles à ça. Euh, mais voilà, et après chercher des idées sur Internet selon la saison. En ce moment, c'est par exemple la saison du poivron. Je ne sais pas quoi faire avec du poivron. Bah, je vais aller sur, alors je vous ai mis 3 exemples de sites, mais il y en a d'autres, hein. Je tape poivron sur ces sites-là et ça va vous sortir tout un tas de recettes euh, qu'on peut faire avec du poivron. Et du coup, le fait d'avoir des nouvelles idées, ça peut aussi nous aider à en consommer un petit peu plus. Je vous ai mis aussi ici les produits de l'été. Alors ça, c'était pour vous dire qu'il y a des fruits et des légumes de saison, ça on le sait de manière générale, mais il y a aussi des poissons et des fruits de mer de saison, et il y a aussi des fromages de saison. Donc poissons et fruits de mer, c'est pour ce qui concerne les saisons de pêche, mais les saisons vivent enfin les poissons vivent toute l'année, mais c'est juste qu'il y a des saisons de pêche selon les poissons. Et les fromages, c'est les vaches produisent du lait toute l'année, mais selon ce qu'elles mangent, selon si elles sont euh, à l'étable, enfin si elles sont à couvert et qu'elles mangent ce que l'éleveur leur apporte, ou si elles sont dehors dans le pré en train de boutrer de l'herbe, le lait sera de qualité un petit peu différente et du coup ça produira des fromages un petit peu différents. Voilà pourquoi il y a aussi des fromages de saison. Voilà. Après, je vous ai mis un point sur les salades composées. Donc là, comme je vous le disais, pour qu'une salade composée soit équilibrée, il faut qu'on essaye qu'on ait la moitié du saladier qui soit en légumes. Donc pareil, ils peuvent être frais, en conserve, surgelés, peu importe. Un quart du saladier en féculents. Euh, donc ça peut être des céréales. Le maïs fait partie des féculents. Les pommes de terre font partie des féculents aussi. Et les légumes secs aussi. Les légumes secs, c'est conseillé d'en manger 2 fois par semaine. Et l'avantage, c'est que ça existe en boîte et du coup, c'est assez facile à préparer. Enfin, on a juste à ouvrir la boîte, la rincer vite fait et l'ajouter au saladier. Et là, on a du coup une portion de féculents qu'on n'a pas forcément préparée, enfin, qu'on n'a pas fait cuire, etc. Et ce qui fait que du coup, ça peut nous permettre d'avoir une salade composée prête très rapidement. Et les protéines, donc qui représenteront un quart du saladier. Pour vous donner une indication, c'est à peu près 100 grammes par personne, une portion de protéines. Donc ça peut être des œufs durs. Là, je vous ai mis différentes protéines animales qui existent, enfin qu'on peut mettre dans des salades. Voilà. On peut mettre le produit laitier, donc soit on peut le manger à part en dessert, soit on peut l'intégrer directement à la salade. Le plus classiquement, ça va être des dés de fromage. Ça peut être une sauce de fromage blanc, mais ça implique qu'on ait quand même beaucoup de sauce. Enfin, l'équivalent d'un pot de fromage blanc enfin, de 100 grammes de fromage blanc, donc d'un pot par, euh, par personne. Donc, ça peut faire beaucoup de sauce. Donc, c'est pour ça qu'on ne compte pas forcément. Si la sauce que vous utilisez, c'est de l'huile, je vous ai mis l'indication que l'huile, c'est 3 cuillères à soupe d'huile par jour par personne et qu'on privilégie l'huile d'olive, de noix, de colza. L'avantage des salades, c'est que l'huile sera crue, donc on peut utiliser noix et colza qui ne se cuisent pas et qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Voilà, et je vous ai mis en optionnel qui peut remplacer les croûtons qu'on met des fois pour rajouter un petit peu de croquant. Vous pouvez mettre à la place des noix, amandes, noisettes. Il est recommandé d'en manger une poignée par jour et par personne. Euh, voilà, ça apporte un petit peu de croquant, ça change. Voilà. Ça peut être bien pour pimper un petit peu, comme on dit, vos salades. Voilà pour les salades composées. Après, je vous ai mis les glaces. Alors, les glaces, alors, on arrive presque à la fin, donc pour ceux qui doivent, enfin à la fin du temps, donc pour ceux qui doivent partir, je vous mets le lien du questionnaire de satisfaction dans le chat, mais pour ceux qui peuvent rester,
je continue mon exposé. Donc, sur les glaces. Donc, les glaces sont un produit sucré. Que ça soit glace ou sorbet, ça contiendra, quoi qu'il arrive, du sucre. Certes, les sorbets ne contiendront pas de matière grasse, mais contiendront du sucre, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que les glaces, c'est bon. Les glaces, même, c'est pas que de l'eau, sinon ça s'appellera des glaçons, ça s'appellerait pas des glaces. Euh, donc voilà, plus ou moins de sucre. Selon les marques, ça va différer. Donc pour ça, je vous ai mis de faire attention à bien lire les étiquettes, tout en sachant qu'un morceau de sucre, ça correspond à un morceau de sucre, les petits morceaux numéro 4, là, rectangle, ou les petits sticks de sucre, ça fait 5 grammes. Je vous ai mis aussi l'indication d'une cuillère à soupe d'huile qui fait 10 grammes, et d'un petit sachet de sel, je vous le disais tout à l'heure, ça fait 1 gramme. Les recommandations en matière de sucre, je vous les ai écrites ici. Alors, on a 2 types de recommandations. On a l'ANSES qui nous recommande de ne pas dépasser 100 grammes de glucides simples par jour, donc c'est 100 grammes de sucre, mais dans ces 100 grammes de sucre, ils comprennent le sucre des fruits. Donc, ce qui du coup est un peu difficile à calculer. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis en dessous les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, qui elle recommande 25 grammes, enfin à ne pas dépasser 25 grammes de sucre par jour, mais de sucre ajouté, donc hors les fruits, ce qui là du coup est un peu plus facile à compter. Donc, ce qui correspond, du coup, si on fait notre calcul, à 5 morceaux de sucre. Donc, si vous mettez l'équivalent d'un stick de sucre dans votre yaourt, l'équivalent d'un morceau de sucre dans votre café, que vous mangez 2 carrés de chocolat, vous avez du coup déjà utilisé l'équivalent de 3 morceaux de sucre, il vous reste du coup 2 morceaux à utiliser ou pas pour, par exemple, une glace. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'atteindre ces 25 grammes de sucre par jour, hein, c'est la quantité à ne pas dépasser. Et je vous ai mis un exemple là de 3 types de glaces que j'ai pris au pif, hein. C'était pas du tout pour viser une marque en particulier, mais j'ai pris un sorbet, qu'on peut s'imaginer du coup être plutôt bon pour la santé. J'ai pris un Magnum qu'on pourrait s'imaginer être le pire, et j'ai pris les glaces à l'eau, que des fois on dit: «Ah bah, c'est une glace à l'eau, c'est bon, c'est pas grand-chose». Voilà, donc là, vous voyez, j'ai les ai comparés pour 100 grammes. Donc quand on compare des produits entre eux, on compare toujours pour 100 grammes. Et là, on voit que du coup, bah, le plus sucré, c'est le sorbet, alors qu'on aurait pu penser que c'était le meilleur pour notre santé. Vous voyez que ça soit Magnum ou que ça soit la glace à l'eau, on est sur 19 grammes de sucre pour 100 grammes, donc similaire en quantité de sucre. Par contre, l'esquimau là va par contre nous apporter plus de matière grasse, contrairement au sorbet et à la glace à l'eau qui là ne contiendront pas de matière grasse. Donc vous voyez qu'au final, il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises glaces. Enfin, chacune va avoir ses avantages et ses inconvénients, mais en tous les cas, ça n'est jamais que de l'eau. Il y a toujours au minimum du sucre. Voilà pour les glaces. Après, je vous ai mis pour le barbecue. Le barbecue, donc pour ça, je vous ai remis les recommandations en termes de viande, oui, de viande et de charcuterie. Alors charcuterie, parce que je comptais que les saucisses sont de la charcuterie, saucisses, chipolata, et cetera, sont de la charcuterie et ce qui est recommandé, c'est de ne pas dépasser 150 grammes par semaine de charcuterie. Ce qui équivaut à peu près, à 3 chipolatas, 3 grosses chipolatas, à ne pas dépasser par semaine. Ça, c'est si on ne compte pas du coup, qu'on a mangé, du jambon dans son sandwich, qu'on a mangé, du pâté, à l'apéro et qu'on a mangé, du saucisson, je ne sais pas à quelle occasion. Hem Et la recommandation pour la viande, donc c'est toutes les viandes sauf la volaille, il est recommandé de ne pas dépasser 500 grammes par semaine. La volaille, il y a pas de limitation, toutes les autres viandes, que ça soit parce qu'ils vous ont écrit ici, porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats, il ne faut pas dépasser 500 grammes par semaine. Donc si on fait une grosse côte de bœuf, au barbecue, on atteint assez facilement les 500 grammes par semaine. Alors heureusement, on se la partage, mais voilà. Donc ça, c'est la recommandation pour la viande en tant que telle. Après, il y a des morceaux de viande qui sont plus ou moins gras. On va de moins de 5 de matière grasse à plus de 20 de matière grasse et vous voyez là dans la colonne charcuterie que saucisse merguez, ça fait partie des produits qui sont très gras. Donc si vous voulez vous faire de la viande au barbecue, à ce moment-là, prendre plutôt, bah, de la dinde, par exemple, qui sera moins grasse. Au niveau du bœuf, plutôt que de prendre, l'entrecôte, vous voyez là que le beefsteak sera un peu moins gras, même si c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire au barbecue. Vous voyez que selon le morceau de viande que vous choisissez,
il y a une composition en graisse qui est différente. Autre alternative sur le barbecue, on peut faire du poisson, on peut faire des légumes aussi, grillés, et penser, toujours le conseil que je vous donnais tout à l'heure, à faire une entrée de crudité. Ça nous permet d'avoir quand même au moins un petit peu de légumes dans son repas. Pour le barbecue, une des recommandations qui est faite par l'ANSES, c'est de faire attention aux braises. En fait, le fait de trop cuire, enfin que ça soit trop, cramé, fait que la viande peut devenir potentiellement cancérigène, enfin que la partie cramée peut devenir potentiellement, cancérigène. Donc pour ça, ils recommandent que la cuisson se fasse à au moins 10 centimètres des braises, que la viande soit à au moins 10 centimètres des braises, pour ne pas, hem, atteindre plus de 220, degrés. Et le barbecue vertical est recommandé, si c'est possible. Voilà, ça c'est pour éviter le risque cancérigène lié au barbecue, en tant que tel. Et après, je vous ai mis pour finir les sandwichs. Donc les sandwichs, un sandwich peut tout à fait être équilibré, c'est juste qu'il va falloir que dedans, il y ait le plus de légumes possible pour essayer d'atteindre, ça sera pas vraiment possible avec un sandwich, mais d'atteindre, tout à l'heure je vous disais la moitié de l'assiette en légumes, un quart féculent, un quart viande, poisson, œuf. Là, du coup, le féculent, en général, prend quand même une majeure partie. Si c'est possible que ça soit enfin, que le féculent soit du pain complet, c'est mieux. On essaye de mettre dans son sandwich le plus de légumes possible. Et un autre piège avec le sandwich, c'est, la sauce. On essaye qu'il y ait pas trop de sauce, qu'il y ait pas, plus de mayonnaise que de tomates, par exemple. Et on privilégie, un filet d'huile d'olive, ou d'huile de n'importe quoi, mais l'huile d'olive, en général, c'est meilleur dans les sandwichs. Hem Plutôt qu'une sauce mayo, par exemple, ou qu'une sauce ketchup. Voilà, je vous ai mis les boissons dans les pique-niques. Celle qui est recommandée, c'est l'eau. On essaye de la mettre dans un thermos pour qu'elle reste fraîche et qu'on ait envie de la manger, enfin de la boire, pardon, tout le long du pique-nique, tout le long de l'après-midi. Et on fait attention à la chaîne du froid, surtout s'il y a des produits, animaux dans notre, pique-nique. Il existe des petites glacières, dont on se sert notamment, pour, amener notre gamelle, au repas. Enfin, la glacière, c'est pas forcément un très gros bac, ça peut être des petits et à ce moment-là, chacun peut porter sa petite glacière, individuelle. Des fois, ça peut être plus simple, plutôt qu'il y ait une personne qui porte une grosse glacière, qui se casse le dos et il existe des petits pains de glace. Il y en a des tout petits, j'en ai acheté des comme ça là à Action, la semaine dernière. Hem J'arrête pas de citer des marques, à chaque fois aujourd'hui, mais bon, je vous donne, mes astuces, c'est là que j'en ai trouvé. Des tout petits là qui coûtaient, 1 €, il y en avait 3 pour, à peine 1 €. Voilà, donc pour éviter enfin pour que le en tout cas le produit reste bien frais. Je vous ai mis la recommandation sur l'alcool, donc ça c'était pour, le côté apéro. L'alcool, il est recommandé de pas dépasser 10 verres par semaine, maximum et dans ces 10 verres, c'est pas 10 verres en une seule fois, c'est en fait 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Il faudrait que 2 fois par semaine, il y ait pas d'alcool du tout. Qui correspond donc à maximum 5 jours par semaine avec de l'alcool, donc à 10 verres par semaine. Voilà et sachant qu'un verre, c'est les verres dose bar, donc c'est les quantités que je vous ai mis, ici sur la diapositive, qui correspondent à 10 centilitres de vin, à un demi de bière, à une coupette de champagne, à, un doigt de whisky. Pour l'apéro, comme tout à l'heure, je vous disais, essayez de mettre des légumes, donc en mettant par exemple des bâtonnets de crudités, en mettant par exemple les tomates cerises, c'est la saison, des dés de melon, ça va être la saison, aussi. Essayez les fruits oléagineux non salés plutôt que les chips. Attention aux chips de légumes, qui sont pas forcément une bonne alternative. En fait, le problème des chips, c'est pas la pomme de terre. Le problème des chips, c'est le sel et l'huile qui est sur cette fameuse pomme de terre. Donc même si on prend des chips de carottes, il y aura quand même enfin, il y aura certes, ça sera une carotte et pas une pomme de terre, mais on aura quand même le sel, et l'huile. Donc c'est pas forcément, mieux de prendre des chips de légumes, c'est juste que ça change, mais pour la santé, c'est pas meilleur. Et en petite sauce, à tremper qu'on peut faire nous-mêmes, je vous ai mis le houmous, donc à base de pois chiches qui est recommandé pour sa teneur en protéines, le tzatziki,
avec du concombre, qui est un légume de saison, le guacamole avec de l'avocat, le fromage blanc citronné, tout ça dans lequel vous pouvez tremper du coup vos fameux bâtonnets de légumes et qui sont du coup des alternatives plutôt saines. Voilà Père Apéro et du coup, on a abordé tous nos, points, enfin tous les points que je vous avais cités en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis désolée sur la fin, je suis allée un petit peu vite comme on avait un petit peu dépassé, le temps. Mais voilà, pensez du coup cet été pour résumer, à continuer votre activité, physique, de la faire autant que possible au frais ou dans l'eau. Continuez à bien boire, bien vous protéger du soleil, essayez de consommer le plus de fruits et légumes possible, c'est bon pour la santé et c'est bon pour l'hydratation, aussi. Profiter de l'été, on peut continuer à faire des barbecues, on peut continuer à faire des pique-niques, on peut continuer à faire des apéros, mais si on en fait souvent, il y a des alternatives saines qui peuvent nous permettre à la limite de faire, même des pique-niques, tous les soirs et des barbecues, tous les midis si on veut. Il y a des versions, saines qui existent pour faire, tout notre été, bien protégé et en bonne santé. Je vous remets le lien du dans le chat, le lien du questionnaire de satisfaction. Vous avez mon mail, c'est moi qui vous ai envoyé le mail avec, le lien de connexion. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez mon mail. Si vous voulez le diaporama, je sais que notamment sur la partie alimentation, je suis allée vite, notamment sur le tableau, des matières grasses et sur la diapo avec les fruits et légumes de saison. Donc si vous le voulez, vous m'envoyez un petit mail et comme ça j'ai votre mail pour vous envoyer le diaporama, pour avoir tous les éléments. Voilà, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions dans le chat. La conférence a été enregistrée, donc elle sera disponible sur notre chaîne YouTube. Comme d'habitude, je vous envoie le lien, dès qu'elle est en ligne, si vous voulez le revoir ou l'envoyer à une de vos amies. Et on se retrouve à la rentrée, il me semble que c'est le 4 septembre, toujours pour parler d'activité physique. Alors là, le thème, je ne sais plus ce que ça sera, mais en tout cas, ça sera toujours, sur l'activité physique. Voilà. Passez un bon été, buvez bien, bougez bien, mangez bien, profitez bien, et bonnes vacances à tous.